S'il vous plaît, si vous voulez bien reprendre place, merci. Nous en arrivons à la dernière étape de notre colloque. Dernière étape ne veut pas dire effectivement conclusion. D'ailleurs, dans tout processus réversible, la fin peut être le début et le début peut être la fin. Et donc, nous allons peut-être plutôt parler de boucles que nous allons boucler avec Gabriel Dupuy, qui était finalement, d'une certaine manière, le prétexte commode de cette rencontre, mais qui va aussi nous apporter sa contribution. Nous allons le faire dans un délai tout compris avec le débat à peu près d'1 heure. Il faut qu'à 12h30, nous ayons fini pour des raisons techniques et puis aussi parce que, comme on le dit, toutes les bonnes choses ont une fin et surtout les meilleures. Donc, je laisse la parole à Gabriel Dupuy. Merci Franck et bonjour. Je dois dire que lorsque hier matin j'ai entendu la présentation de Franck Scherer, qui était une introduction, j'ai failli reprendre l'avion en me disant que tout était dit. Et donc le rôle de présenter une conclusion me paraissait tout à fait inutile. Et donc ce que je vais vous présenter ne sera pas une vraie conclusion. Donc ça sera un peu autre chose, mais je crois qu'on établira assez facilement des recoupements avec ce que nous avons entendu pendant cette journée et demie. J'ai intitulé cette présentation « La ville des réseaux à l'épreuve du développement durable ». À vrai dire, c'est un point de vue sur la ville des réseaux. La ville des réseaux est à l'épreuve de beaucoup d'autres choses. Et j'aurais pu essayer de traiter la ville des réseaux à l'épreuve de la crise économique et financière. On en a entendu parler. Évidemment, les opérateurs de réseau, voire les compagnies, ça existe, ont quand même des soucis économiques et financiers, peut-être de plus en plus. Et donc, ça met en cause quand même cette idée de ville des réseaux. Bon, c'est pas vraiment de cela dont je vous parlerai. J'aurais pu aussi parler de la ville des réseaux à l'épreuve des catastrophes, que ce que j'entendais sur New York évoque quand même beaucoup de fragilité de cette ville des réseaux. On a, semble-t-il, du mal à faire redémarrer le métro, à rétablir l'électricité. Donc tout ceci est d'une quand même fragilité assez extraordinaire. La ville des réseaux est devenue sensible, au fond, à ces catastrophes, et peut-être de plus en plus. J'aurais pu aussi évoquer la ville des réseaux à l'épreuve, par exemple, du terrorisme ou des agressions. C'est pas si loin de nous. Et comme les réseaux font communiquer tout avec tout, eh bien, ce sont des vecteurs, les réseaux sont des vecteurs privilégiés, évidemment, de tentatives de déstabilisation terroriste ou autre. Bon, ça n'est pas de cela dont je vous parlerai. J'ai donc pris l'angle du développement durable. Alors, parce que c'est une vision assez synthétique des choses qui évoque pas mal de problèmes posés aujourd'hui à la ville des réseaux. Alors, je repars d'une définition qui est tout à fait classique, dans laquelle chacun peut à peu près se reconnaître sur ce qu'est un réseau. Un réseau, ça peut être beaucoup de choses, mais puisqu'on parlait d'infrastructure ici, puisqu'on parle de ville, donc l'ensemble des lignes, des conduites électriques, des canalisations, ici on pourrait dire des aqueducs, voilà, le etc. est formidable parce que la liste n'est pas limitée, qui desservent une même unité géographique. Pour nous, c'est plutôt la ville, et qui dépendent d'une même compagnie. Alors ça, j'ai repris ça dans le dictionnaire. Il y avait déjà cette idée de compagnie. Vous voyez, donc les chemins de fer n'étaient pas bien loin. Mais au fond, en remplaçant compagnie par opérateur, selon les cas, on arrive à peu près à s'y retrouver. Je démarre et je passe très vite sur l'histoire des réseaux. Le 19e siècle et le 20e siècle ont vu des innovations techniques absolument remarquables surgir, se diffuser, se généraliser. Le tramway est un exemple extrêmement intéressant. Le tramway, l'ancien,
pas celui dont nous a parlé Jean-Marc Hoffner ce matin, mais le vieux tramway à l'ancienne, était quelque chose quand même d'assez remarquable parce que non seulement c'était un réseau qui s'installait dans la ville, mais c'était un réseau qui reculait les limites de la ville. Alors que le tramway ait été le moteur de l'étalement urbain, ça se discute. Et je pense que l'intervention d'hier montrait bien que ce n'était pas tout à fait correct. Le tramway a été le moteur d'une expansion de l'espace urbain, mais selon des lignes, hein, selon des axes. Et donc, effectivement, si on peut trouver des banlieues, des faubourgs qui se sont développés grâce au tramway, ça n'est pas l'étalement urbain qui a ensuite permis beaucoup plus l'automobile. Mais en tout cas, cette histoire des réseaux, c'est quelque chose d'assez remarquable qui marque la période industrielle du 19e et du 20e siècle, et je dirais que ça n'est pas complètement fini. Et j'ai retrouvé ici donc une image, elle est apparue dans un bulletin municipal, bon, pour montrer quel était le rôle de ces réseaux. Et vous voyez, c'est un dessin d'une simplicité quand même un peu touchante, mais qui montre l'évocation ou la signification de ces réseaux pour la ville. Les réseaux apportent aux citadins le confort, la modernité, une vie plus facile. Et donc, il y a une sorte de ratification de tous ces fils, de toutes ces conduites, de tous ces tuyaux qui passent sous les rues, parce que souvent, quand même, ils sont enfouis, mais pas toujours, mais en tout cas, qui passent dans la ville pour donner cette modernité à laquelle les gens aspiraient. Donc là, la date de ce dessin, c'est en gros 1965. 1965, vous voyez. Voilà. Et donc, on arrive à une ville qui est réputée, équipée d'un ensemble de réseaux fournissant des services à l'ensemble de la population. Mais entre-temps, évidemment, la ville n'est plus ce qu'elle était. Parce que, l'exemple du tramway nous le rappelle, mais comme il y avait d'autres réseaux de voirie, des réseaux d'électricité, des réseaux de télécommunications qui s'étaient développés, eh bien la ville avait en quelque sorte explosé, dépassé ses limites, et donc la notion même de ville était à revisiter. C'est François Choët qui a très bien exprimé cette idée-là en parlant de la mort de la ville et d'un passage à l'urbain. Au fond, l'urbain étant une nouvelle catégorie largement définie par l'existence de ces réseaux. Donc on n'est plus sur la même ville avec des réseaux en plus, on est sur autre chose qui est l'urbain, dont les réseaux sont constitutifs. Donc il faut bien faire attention à ce changement de vision. On continue de parler de la ville, je dirais un peu par facilité, peut-être pas seulement, par attachement aussi culturel, mais ça n'est plus de la ville dont il s'agit. C'est plutôt de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est de l'urbain. Voilà de l'urbain. Donc mais il y a des réseaux dessous, hein. Il y a des réseaux à côté, il y a des réseaux le long. Voilà. Alors, ces réseaux ont des vertus, sinon ils ne se seraient pas faits, et sinon probablement que l'urbain n'en aurait pas profité. Et parmi ces vertus, eh bien, il y a une vertu de solidariser en quelque sorte l'espace urbain. Qu'est-ce qui fait l'urbain? C'est bien les liens que les réseaux de toute nature créent entre beaucoup d'éléments qui se trouvent aujourd'hui bien dispersés. Et puis, les réseaux nous rendent, alors je reprends une expression là, qui a été utilisée par d'autres, mais nous rend sociétaires. En fond, nous sommes un peu partie prenante parce que nous sommes abonnés d'une façon ou d'une autre, parce que nous contribuons, mais parce que nous dépendons tous aussi de ces réseaux. Nous dépendons tous du fait que la ponctualité des réseaux de transport collectif est importante. Elle est importante pour moi, elle est importante pour mon voisin, elle est importante pour ceux qui se déplacent à l'autre bout
de la ville. Et donc, nous sommes, disons, dans le même bateau, dans ce même bateau des réseaux, et nous avons tous intérêt à ce que ce bateau continue de voguer sans problème. Donc, solidaires et sociétaires sommes-nous désormais de ces réseaux, et c'est peut-être ça qui nous fait les citadins d'une ville d'aujourd'hui qui est devenue l'urbain. Donc c'est très important cet aspect. Alors, qu'est-ce qui donne au réseau cette vertu de solidarisation et de sociétarisation? On peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais il y a un élément extrêmement important qui a été rappelé hier, c'est cette fameuse courbe en S, dite courbe logistique, qui traduit le développement d'un réseau en fonction du temps, c'est-à-dire au fond sa capacité de desservir un territoire, pour nous, en fonction du temps. Alors vous voyez que donc, effectivement, quand le temps passe, au début on a quelque chose qui a un peu de mal à démarrer, et puis qui croît exponentiellement, et puis qui s'infléchit, qui a une croissance qui s'infléchit, et puis qui asymptotiquement finit par atteindre tout un chacun, desservir tout le monde. Et c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est l'essence des réseaux, mais en tout cas c'est une propriété essentielle, c'est une propriété extrêmement importante qui explique probablement la ratification de la ville des réseaux par ses utilisateurs, ses habitants, ses sociétaires, comme on veut. Je reprends l'image qui a été présentée hier. Donc, c'est pas moi qui l'avais dessiné, mais quelqu'un l'avait dessiné pour moi. Et je trouve qu'elle est assez illustrative parce que, bien sûr, il n'y a pas un réseau, il y en a un grand nombre, et ces réseaux, de fait, se développent selon la même forme de courbe en S en fonction du temps. Avec évidemment des paramètres de ces courbes qui diffèrent selon les réseaux. On comprend bien qu'un réseau d'assainissement, c'est quelque chose de très lourd, de très coûteux, et qui va se développer lentement. On comprend qu'un réseau de téléphonie cellulaire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut développer bien plus rapidement. Donc, on n'a pas les mêmes. Mais la forme de la courbe est toujours là. D'accord ? Alors, d'où vient cette forme de courbe en S? Ça, c'est vraiment une question clé. Alors, ça a été dit hier par Taoufik Chouamie, je crois, qui a insisté, à juste titre, sur l'existence d'effets de club et d'économies d'échelle. Bon, alors les économistes sérieux, ils sont tous, mais enfin surtout les universitaires, aiment bien ça. Pour eux, c'est clair. Bon, les économies d'échelle, on voit bien ce que c'est. Plus c'est gros, moins ça coûte cher à l'unité. C'est un petit peu ça. Si vous achetez des pommes, il vaut mieux en acheter 100 kilos que d'en acheter 1 kilo, parce que ça vous coûtera moins cher au kilo. Bon. Donc c'est pareil pour le réseau. Et puis les effets de club, c'est un petit peu plus subtil, mais c'est quand même l'idée que plus on est de membres dans un club, et plus le club est intéressant. Alors c'est Facebook. Si vous avez des millions d'amis sur Facebook, là, c'est quand même vraiment intéressant. Si vous êtes tout seul sur un Facebook imaginaire, vous n'allez pas vous amuser beaucoup. Bon. Donc, l'effet de club, c'est vraiment plus le réseau se développe et plus il est attractif. Voilà. Plus il est intéressant d'y être connecté. Et ça vaut à peu près quel que soit le réseau. De ces propriétés découlent aussi, donc, propriétés qui sont plutôt économiques, découlent aussi des conséquences sur l'extension, le déploiement dans l'espace de ces réseaux. Ça commence à être quelque chose d'un peu mieux connu maintenant. En fait, on observe des tendances spatiales à ce développement des réseaux qui sont, par exemple, le développement de figures fractales, c'est-à-dire au fond la reproduction d'un même thème morphologique des réseaux, quelle que soit l'échelle. Donc alors, les réseaux arborescents, qu'on appelle dans le langage courant arborescents,
sont assez caractéristiques de ce genre de développement. Mais il y a d'autres types de développement. C'est par exemple cette idée d'attachement préférentiel là, qui traduit cette idée que pour certains réseaux, en définitive, il faut mieux se rattacher à des nœuds importants qui concentrent les connexions pour bénéficier justement des relations avec beaucoup d'autres nœuds. Alors c'est l'idée du hub, c'est très, très clair. Donc ça c'est ce que les modélisateurs appellent l'attachement préférentiel. Et puis aujourd'hui, on commence à penser qu'il y a peut-être autre chose qui se produit, et notamment pour des réseaux de transport, mais pas seulement. C'est un développement plus évolutionniste qui est assez proche du développement de certains champignons qui ont des filaments. Et donc les filaments, ils se développent assez naturellement parce que le champignon a besoin d'aller se procurer de la nourriture. Alors il développe des petits bras là comme ça, des pseudopodes, et puis il cherche la nourriture quelque part. Alors s'il trouve de la nourriture, eh bien ces bras vont se développer, se maintenir. Et si ces bras ne trouvent pas de nourriture, eh bien, ils vont mourir tout simplement. Alors vous pouvez imaginer la traduction en termes de réseau, pour nos réseaux à nous, c'est un petit peu ça sur des périodes longues. En tout cas, ça a été, cette simulation a été faite avec succès sur des réseaux de transport collectif. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer à Bordeaux, là, mais bon. Alors, donc on était dans les vertus des réseaux. Le problème, c'est que ces réseaux qui ont beaucoup de vertus ont aussi, je dirais, des tares ou des pathologies sérieuses. Alors, dépendance et fracture, peut-être que ce ne sont pas les seules pathologies des réseaux, il y en a d'autres. Justement, j'ai parlé de la fragilité tout à l'heure à propos des catastrophes, donc c'est autre chose. Mais en tout cas, ce sont celles que j'ai eu l'occasion d'étudier, dépendance et fracture, de manière un peu approfondie, et qui, évidemment, nous posent problème aujourd'hui, on verra pourquoi. Alors la dépendance, en gros, l'idée est la suivante. Un réseau se développe, vous voyez, horizontalement, le nombre d'usagers augmente. En rouge, c'est le nombre, c'est le nombre d'usagers connectés au réseau. Donc les gens s'abonnent de plus en plus, quoi. Et on voit que le niveau de service dont ils bénéficient augmente. Ceux qui sont connectés bénéficient d'un niveau de service croissant. Pourquoi ? Parce que l'effet de club est là. Et donc, voilà, ils se sont mis sur Facebook, et puis ils ont de plus en plus d'amis. Et plus ils ont d'amis, et plus ils ont d'amis. Etc., etc. Et donc, ils sont de plus en plus contents, et ceux qui se raccrochent sont encore plus contents que ceux qui étaient déjà raccrochés, etc. Voilà. Alors ça, c'est pour ceux qui sont connectés. Le souci, c'est pour ceux qui ne sont pas connectés pour une raison ou pour une autre. Alors eux, c'est la courbe bleue. Alors au départ, ils sont comme les autres, mais après, après, ils sont plus comme les autres. Ils ne conservent pas même le niveau de service dont ils bénéficiaient au départ. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'on peut très très bien se rendre compte dans le domaine du transport, si on devient automobiliste, c'est parfait, donc on bénéficie de la transformation du monde par l'automobile, et donc tous les services sont assez bien adaptés aux automobilistes, tout ça fonctionne bien, et même de mieux en mieux, d'une certaine façon. Si pour une raison ou pour une autre on refuse l'automobile ou qu'on ne peut pas en profiter, eh bien on s'aperçoit que les systèmes de transport collectif ont plutôt tendance à se dégrader. Alors pourquoi ils se dégradent ? Ils se dégradent parce qu'ils ont moins de clients, tout simplement. Et comme ils ont moins de clients, ils ont moins d'argent, ils investissent moins et réduisent la voilure et réduisent le service. Et donc la situation du non-automobiliste, elle n'est pas stable dans le temps, elle se dégrade. Et l'écart entre les deux, entre le rouge et le bleu, augmente. Alors, ça se traduit par un effet
qui est exactement l'effet de dépendance ou le processus de dépendance, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas automobilistes en cas particulier, ils ne vont pas rester comme ça. Ils vont se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour devenir automobilistes, pour rejoindre la courbe rouge. Ils vont essayer de s'arrimer à la courbe rouge. Voilà. Et donc, ils vont essayer de remonter. Et du coup, l'effet, c'est que la courbe rouge va monter encore plus vite, puisqu'ils seront encore plus nombreux dans le rouge. Et donc, les bleus qui restent, ils vont descendre encore plus. Et donc, vous avez une espèce de spirale. Et alors, quand est-ce que la spirale s'arrête? La spirale s'arrête quand tout le monde est dans le rouge. C'est tout simple. Bon. Alors, je ne vais pas vous développer donc, la théorisation de ça que j'ai faite par ailleurs, mais en tout cas, c'est bien cette idée-là de la dépendance. La fracture, c'est un peu la même chose et un peu différent quand même. La fracture, c'est l'idée que, évidemment, ceux qui ne sont pas connectés à un type de réseau, ils sont, évidemment, ils bénéficient d'un niveau de service qui est inférieur. Ça, c'est tout à fait logique. Mais en soi, c'est normal, il n'y a pas de phénomène particulier là, sauf si le fait que de plus en plus de gens soient connectés change le monde. Si ça change le monde et si ça adapte le monde, au fond, à l'existence de ces réseaux-là, eh bien, tant mieux pour ceux qui y sont, et tant pis pour ceux qui n'y sont pas. Et ceux qui n'y sont pas, ils n'arriveront pas à rattraper. Alors voilà. Donc tout à l'heure, j'imaginais que ceux de la courbe bleue pouvaient essayer de s'arrimer à la courbe rouge, mais pas tous. Et il y a des situations où, justement, ceux qui ne sont pas arrimés dès le départ, eh bien, ils ne le seront jamais, et l'écart se creusera de plus en plus. Alors, je vais juste vous donner une citation. Là, cette affaire a été étudiée par une sociologue qui s'appelle Suzanne Warren à propos d'Internet. Alors, elle dit on peut se passer d'Internet, mais cela prend plus de temps, nécessite généralement des déplacements physiques sur des distances assez grandes, coûte plus cher et conduit probablement à une qualité moindre en termes de variété des sources d'information, de couverture spatiale et de commodité d'usage. Alors que Internet donne un bénéfice substantiel à ses utilisateurs, son manque procure un désavantage à ses non-utilisateurs. Souvent, ce désavantage relatif aura pour conséquence un désavantage absolu. C'est ce qui se produit lorsque les services hors ligne sont réduits et a fortiori supprimés du fait d'une dépendance croissante à Internet. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, sur cet exemple-là, on voit bien que la fracture, c'est quelque chose qui est vraiment un processus qui creuse le fossé. Ce n'est pas seulement une différence. C'est vraiment un processus qui creuse de plus en plus le fossé entre les connectés et les non connectés. Alors, on peut combiner les deux choses sur ce graphique-là, où on voit effectivement la dépendance qui augmente en fonction du temps, un certain désavantage qui apparaît évidemment pour les non connectés, mais en fait qui peut très bien se transformer en fracture, et la fracture étant la partie donc, qui est en dessous de l'horizontale, donc qui tend à enfoncer ceux qui ne sont pas bénéficiaires du réseau. Et donc le phénomène étant de type spirale, c'est-à-dire il empire par lui-même, en quelque sorte. Donc c'est un cercle vicieux, alors que tout à l'heure, avec la courbe en S, on avait un cercle vertueux. Alors, si on prend en compte ces deux caractéristiques pathologiques des réseaux, à savoir la fracture et la dépendance, qui sont pas, ce ne sont pas des maladies d'enfance des réseaux, ce ne sont pas des maladies fortuites, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans la génétique des réseaux. Vous voyez, c'est justement parce que les réseaux sont des réseaux et parce qu'ils sont vertueux qu'ils présentent ces cercles vicieux. Alors, si on replace les choses dans une perspective de développement durable, j'ai repris ce schéma absolument classique qui veut que le développement durable donc, repose sur 3 piliers
Donc un pilier écologique, environnemental, qualité, voilà, respect de qualité environnementale. Un pilier économique qui fait que donc on maintient, on est capable de maintenir une économie saine en fait sur, en l'occurrence à propos des réseaux, et sur un pilier social qui veut qu'on maintienne la cohésion sociale et non pas qu'on ne crée pas la révolution à chaque instant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va s'apercevoir que la fracture et la dépendance travaillent à l'encontre du développement durable. En fait, les réseaux tels que nous les connaissons présentent des qualités, au fond, la vertu de maintien économique, elle est inscrite presque génétiquement dans la courbe en S. Alors évidemment, c'est un peu moins intéressant quand on arrive à l'asymptote, on est un petit peu au bout d'une époque, mais il y a des nouveaux réseaux qui apparaissent et qui, eux, sont vertueux, tout ça. Donc ça sur le plan, le pilier économique, au fond, il est à peu près garanti. Bon. Mais plus le pilier économique est consolidé, et plus les deux autres piliers sont sapés, sont minés. Ils sont minés par quoi? Le pilier environnemental, il est miné par la dépendance, parce que plus, évidemment, plus on ne peut faire, on ne peut se passer de l'appartenance à un réseau, et plus donc l'ensemble de la population va se trouver dépendante, et plus on va se trouver face à des problèmes, par exemple, en l'occurrence environnementaux, type pollution, enfin tout ce que les réseaux peuvent développer comme nuisance et qu'on fait apparaître aujourd'hui dans le pilier environnemental du développement durable. Donc ça, et c'est impossible de traiter ça convenablement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas empêcher aujourd'hui, raisonnablement, et dans un délai, disons, qui serait souhaitable, les gens de continuer de rouler en voiture, d'une façon ou d'une autre. Donc, on est littéralement prisonnier de cette dépendance, mais cette dépendance, elle vaut pour d'autres réseaux. On sait, on a parlé hier un peu des réseaux d'eau, je crois que c'était sur la ville de Paris. Bon, on sait qu'il serait souhaitable, par exemple, pour bien gérer les réseaux d'assainissement, il serait souhaitable de supprimer les chasses d'eau dans les toilettes. Les toilettes de tout le monde. Bien, les opérateurs de ces réseaux savent que c'est strictement impossible, parce que la dépendance, en l'occurrence, au réseau d'eau pour cette application est devenue telle que c'est inimaginable, littéralement inimaginable. Ou alors, bon, il faut 5 générations pour se réhabituer à autre chose. Ah oui, donc, mais 5 générations, par rapport au développement durable, c'est trop long, ça ne va pas. Pas possible. Pas possible. Alors, on peut faire un pas par-ci, un pas par-là. Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà le genre de problème, au fond, que pose la dépendance. Alors, je ne vous parle pas du réseau électrique. Donc, voilà. Vous imaginez facilement. Je ne vous parle pas des réseaux de téléphone. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que, de l'autre côté, si on supprimait les réseaux, bon, on arriverait peut-être à supprimer de la dépendance, mais on va perdre du côté quand même de la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on va, ou alors on va limiter les réseaux. On va dire, les voitures, ça serait bien que ça soit seulement, c'est ce que Jean-Marc nous proposait ce matin, là, ça soit seulement les gens qui vont travailler, voilà. Puis les autres, non. Les autres, non. Voilà. Donc, pas de voiture pour les autres. Bon. Alors ça, c'est bon. Mais ça, c'est très bon pour la dépendance. Là on limite la dépendance. C'est très bien. Donc, on consolide le pilier environnemental en limitant la dépendance. Mais la fracture, pendant ce temps-là, elle se creuse. Forcément. Et donc, alors ceux qui ne vont pas travailler, dommage pour eux, ils sont chômeurs. Ah tant pis, hein, ils ne bougent pas. Le mieux, c'est qu'ils ne bougent pas, quoi. Parce que comme ça, donc, pas de dépendance, pas de souci. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on va consolider ou assurer
que le pilier de la cohésion sociale tienne bien? Ben, la réponse est non. Donc en fait, on a un pilier économique qui, en gros, tient bien. On a un pilier, un pilier environnemental qui est sapé par la dépendance, et on a un pilier social qui est sapé effectivement par la fracture. Voilà. Donc, alors pour les politiques, pour les aménageurs, si vous voulez, l'impression c'est qu'il n'y a pas de solution. Si on pousse du côté de la réduction de la dépendance, on va créer de la fracture. Si on pousse du côté de la réduction de la fracture, on va créer de la dépendance. On est coincé. Alors c'est pour ça que j'avais intitulé une publication récente l'enfer des réseaux, et ça avait fait un petit peu de bruit parce que évidemment c'était provocateur, mais c'est quand même ce côté impasse, difficulté à sortir d'une situation qui caractérise ces pathologies propres au réseau. Alors, comment faire? Donc, j'ai essayé de réfléchir à ces questions. C'est pas du tout facile. Il faut casser les spirales. C'est ça. Donc, les spirales que vous avez vues, là où s'enroule la dépendance et la fracture, il faut arriver à les supprimer. Bon. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais si on réfléchit, alors là, ça demande quand même un petit peu de retour en arrière. On a parlé ce matin de l'affaire des 3 couches là, des réseaux. Il y a effectivement une représentation que j'avais réutilisée qui consiste à dire, voilà, un réseau, à vrai dire, c'est pas un réseau. Un réseau, c'est une espèce de système et qui comporte plusieurs couches, et c'est ça qui fonctionne. Alors, il y a une couche d'infrastructure. Enfin, c'est vraiment la partie dure. Voilà. Sur cette couche d'infrastructure, il y a une partie, il y a des services. Alors, c'était très intéressant ce matin, effectivement, sur le chemin de fer. Hein. Sur le chemin de fer, vous avez des rails. Bon, ça, c'est vraiment de l'infrastructure. Rien à dire. Là. Il y a des rails. Bon. Sur ces rails, on fait circuler soit des trains de conteneurs, soit des trains de voyageurs, soit, pourquoi pas, des trains de touristes. Hein, voilà. Et on va donc obtenir des services qui sont différenciés sur une même infrastructure. Donc ça, c'est la deuxième couche. Et puis la troisième couche, c'est quoi? La troisième couche, c'est un petit peu là dont on en parlait aussi ce matin, c'est cette part, au fond, qui reste à l'usager, à l'utilisateur, qui fait son marché dans ces services qui lui sont proposés. Voilà. Alors, il fait son marché, c'est-à-dire qu'il s'organise, il va faire des choix, il va essayer d'utiliser tel service à tel moment, et donc c'est un petit peu quand même l'idée de la mobilité fluide aussi dont on parlait ce matin, dans le domaine du transport. Bon. Et si on se focalise sur les 2 premières couches, c'est-à-dire la couche d'infrastructure et la couche de service, c'est vrai qu'il n'y a pas d'issue. En revanche, si on accepte de monter d'un cran et d'intégrer dans cette idée de réseau ce qui se passe dans la couche supérieure, c'est-à-dire donc celle où l'usager, l'abonné, l'habitant, etc., est beaucoup plus présent, eh bien on obtient peut-être une vision des choses un peu différente. On est passé du réseau au système. Alors, j'avais une définition même qui me paraissait assez... Voilà. Si on prend l'exemple d'un réseau d'électricité. Bon. Un réseau d'électricité, eh bien on sait bien que bien sûr c'est un ensemble, si on veut, de fils, de transformateurs, tout ça c'est bien vrai, donc on est au niveau de l'infrastructure. Mais on sait que l'histoire nous l'a montré, que le développement du réseau d'électricité, il s'est fait en fonction des machines et des ustensiles divers que les usagers ont pu y brancher. La fée électricité, là, comme on a dit, a pénétré dans les foyers par des ampoules et toute une panoplie d'appareils électroménagers. Sinon, le réseau électrique était d'un intérêt assez minime. Alors, ce qui se passe, c'est que
on voit très bien ces éléments matériels complémentaires du réseau, là, qui font système avec le réseau. Mais il y a aussi de l'immatériel. Dans le cas de l'automobile, j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus. Donc pour l'automobile, c'est aussi un ensemble des règles, des codes, des assurances qui font qu'un véhicule automobile peut être utilisé dans des conditions fonctionnelles acceptables par des dizaines de millions de personnes dans un pays comme la France, par des milliards de personnes dans le monde. C'est absolument fondamental. Donc si on enlevait du jour au lendemain tout l'immatériel au fond qui accompagne l'automobile, il resterait peut-être un réseau, mais un réseau qui serait pratiquement voué à la mort. Il ne fonctionnerait pas en tant que tel. Alors cette idée qu'un réseau, c'est quelque chose de plus large que l'infrastructure, et ça fait système avec un ensemble d'éléments matériels et immatériels, c'est quelque chose qui est en train de pénétrer dans les esprits. Et puis, donc il y a pas mal d'auteurs qui défendent cette idée. Et en faisant ça, eh bien, on opère une rupture par rapport au principe qui sous-tendait le modèle de la courbe en S et aussi les processus de fracture et de dépendance. Pourquoi? Eh bien, parce que ces principes de base des réseaux, fondamentalement Eiffel Club par exemple, reposaient sur l'idée que un postulat, au fond, de la désirabilité générale de la connexion. Tout le monde a envie d'être connecté. Et après tout en découle. Bon. Alors, si cette désirabilité de la connexion, elle devient beaucoup plus différenciée, elle dépend de beaucoup de choses, parce qu'on est entré dans un système où, justement, il n'y a plus que l'opérateur, mais il y a aussi des usagers, il y a aussi d'autres acteurs, etc. Donc on a une sorte de diversification qui fait que la courbe en S en tant que telle ne fonctionne plus vraiment, enfin, ne fonctionne plus de la même manière, et du coup, la dépendance, les mécanismes de dépendance et de fracture ne fonctionnent plus non plus de la même manière. Donc on remet en cause, en quelque sorte, le réseau à la base. Alors c'est bien l'idée, c'est la remise en cause des effets de réseau. Alors j'ai pris un exemple dans le domaine de l'électricité, et bien sûr on peut en prendre d'autres. Dans le domaine de l'électricité, en partant de quelque chose qui a existé en France, donc qui a été inventé par l'opérateur d'électricité, EDF, Électricité de France, dans les années 1970, et qui était très anticipateur. C'était l'idée de demander aux usagers d'effacer leur consommation les jours de pointe. Effacer, c'est-à-dire en fait supprimer leur consommation des jours de pointe. Parce que, évidemment, pour l'opérateur d'électricité, les pointes, c'est l'ennemi. C'est la grande difficulté, parce que s'il est obligé de faire face aux pointes les plus fortes, eh bien, il va falloir qu'il suréquipe. Et donc, ça a un coût extrêmement considérable. Et il va créer des équipements qui ne serviront que quelques jours par an. Bon. Donc, ils avaient évidemment cette idée. Et vous voyez le schéma assez symbolique, là. Donc, on supprime la pointe. Alors, le tout, c'est de savoir comment on s'y prend pour supprimer la pointe. Donc, on demande à des abonnés volontaires de s'engager à s'effacer, en quelque sorte, de la demande d'électricité pendant quelques jours par an, les jours réputés de la plus grosse demande. Alors le tout, c'est que ces jours-là, ils ne sont pas connus à l'avance, parce qu'ils dépendent en particulier de la météorologie. Et donc il va falloir déterminer qui va s'effacer et quand. Alors la proposition d'EDF était stimulée par une tarification spéciale. Donc on payait en gros presque, oui, à peu près la moitié du tarif normal pour l'ensemble de l'abonnement de l'année, à condition de s'effacer pendant 11 jours par an. Alors pendant ces 11 jours, on était en quelque sorte coupé d'électricité.
en fait, c'est pas tout à fait coupé, mais simplement, le tarif était multiplié par 10. Alors, ça faisait quand même sérieusement réfléchir. Voilà. Alors, donc ce système a fonctionné mal. Il a fonctionné mal. Il s'est maintenu vraiment pour les entreprises qui pouvaient également souscrire à ce système-là. Mais les entreprises étaient bien organisées, donc elles ont trouvé des systèmes, elles ont pris des équipements complémentaires pour les jours d'effacement, etc. Mais pour les particuliers, ça a plutôt mal marché parce que l'information dont ils disposaient sur les jours d'effacement, eh bien, elle arrivait trop tard, il n'y avait pas d'interaction. Donc à l'époque, on était supposé leur téléphoner, mais encore fallait-il qu'ils aient le téléphone, ce n'était pas évident, dans les années 70. Alors on avait pensé à les informer par un système télématique là, de l'époque, le Minitel, bon, qui avait ses vertus et ses inconvénients. Alors d'abord, tout le monde n'en avait pas. Et ensuite, il ne permettait pas vraiment d'interaction. Et donc les particuliers ont trouvé que le système beaucoup trop contraignant. Alors voilà, donc il fallait s'effacer, par exemple, ces jours-là. Mais ces jours, ça, c'est a posteriori, donc on ne le savait pas avant. Hein, donc la veille, on vous prévenait la veille que vous devriez là fermer tout. Bon, alors, donc sans communication réelle, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui a un peu tué le système. Alors aujourd'hui, eh bien, on revient un peu à la même chose, mais avec des systèmes de communication puissants, bien plus puissants. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on va trouver comme principe des smart grids, alors, donc, dont les Coréens du Sud là, font une préfiguration réelle, hein, qui est tout à fait intéressante, donc, avec des possibilités effectivement de moduler la desserte, les tarifs, et également de faire contribuer les usagers à la charge du réseau. Possibilité de fournir de l'électricité sur le réseau en utilisant par exemple leurs batteries. Si leurs batteries sont pleines, alors ils les rechargent à un endroit, puis s'ils n'utilisent pas toute l'électricité, eh bien, ils rechargent ça, ils vont remettre de l'électricité restante sur le réseau, elle leur sera payée. Elle leur sera payée par si l'endroit où ils la remettent est intéressant pour l'opérateur. Voilà. Alors, dans le système, au fond, Smart Grid, on a quelque chose qui fait changer fondamentalement la vision du réseau, qui transforme le réseau en système dans lequel l'abonné devient un quasi-opérateur lui-même. Hein, voyez, donc, multiplier ça avec des systèmes d'information et on obtient effectivement une sorte de révolution tranquille du réseau et susceptible de revenir sur les questions de dépendance, de fracture, etc. Alors, c'est dans le transport, et je dirais qu'à la limite, dans le transport, c'est presque plus facile, parce que l'usager, l'individu, il se trouve vraiment dedans. Il n'est pas en bout de fiche, comme dans le cas du réseau électrique. Il se trouve dans le véhicule. Il se trouve... Et donc, il va être bien placé, en quelque sorte, pour avoir une action. Alors c'est déjà le cas, ça se fait. On parlait du covoiturage, on parle bon, il y a beaucoup déjà de choses qui se font dans ce sens-là, mais on peut sûrement aller plus loin. Alors j'avais fait une petite vision là, un peu le passé, le présent et le futur. Alors le passé, eh bien, c'est un système comme Aramis qui a été abandonné, mais qui, au fond, partait de l'idée que des usagers d'un système de transport en commun pouvaient indiquer leur destination à des petits wagons qui iraient justement les déposer à la destination qui les intéresse. Voilà. Alors donc il y avait un système un peu, tout ça était automatique évidemment, et puis c'était orienté bon, alors ça a été un échec pour différentes raisons qui ont été analysées, mais qui n'étaient pas essentiellement techniques, hein, qui étaient un peu sociopolitiques, mais c'était quand même au fond l'idée d'imiter ce qui se passe pour l'automobile, où le conducteur reste encore un peu l'acteur quand même du système de transport, et donc il est intégré dans le réseau. Alors, le présent, c'est un peu revisiter l'automobile et lui donner un autre sens, lui donner
Ici, bah, voilà, la voiture, elle sert probablement à porter ses habits, et puis, mais elle sert aussi de vitrine. Donc ça va être voilà. Donc elle a plusieurs fonctions, et du coup, elle perd un peu la correspondance univoque avec le réseau qu'elle avait. Donc on a une possibilité de revoir en quelque sorte la configuration du système. Et puis le futur, ça pourrait être quelque chose comme les Japonais présentent, là, c'est en fait une sorte d'automobile domestiquée. Donc c'est un petit peu une bête de somme. C'est une voiture, si on veut, mais qui sert à accompagner la marche à pied. Alors si on est fatigué, on s'assied dessus. Si on a un gros sac à porter, ben on le pose dessus. Elle va là où on veut. Mais voilà, mais elle n'est à aucun moment l'usager n'est prisonnier du mode de transport. Alors c'est ce qui a été très très bien dit par un spécialiste là, qui au fond résume l'affaire en disant voilà, dès le départ, le chemin choisi pour l'automobile était celui qui comportait le plus de risques, le plus de difficultés, mais le plus haut potentiel en matière d'intérêt individuel. Et si le choix d'investir autant dans ce système était lié à sa capacité prodigieuse de produire de l'individualisme, si cette tendance de fond va se poursuivre, le choix devrait donc se porter sur les solutions technologiques qui maximisent notre individualisme, entre guillemets, c'est-à-dire des capacités à maximiser notre temps libre, à enchaîner de nombreuses actions dans des environnements multiples et complexes. Depuis l'industrialisation de l'Internet mobile, il est probable que la maximisation de notre individualisme ne passe plus principalement par le véhicule, l'objet roulant, mais par l'accès à des connaissances et des savoirs qui nous permettent de mieux réaliser nos activités, de maximiser notre temps libre et éventuellement d'accéder au meilleur siège libre roulant le plus adapté au contexte. Donc voilà l'automobile revisitée, voilà le réseau transformé en système, et voilà la multiplication des acteurs. Donc je crois qu'on retrouve un petit peu ce que Georges Amar avait évoqué de façon prospective en début de colloque. Merci. Alors peut-être un peu de temps de réflexion, quelques secondes, pour rebondir sur cette hauteur de vue. Mais on a un peu de temps pour... voilà. Oui, Olivier, bien sûr. OK, d'abord. C'est un peu le rôle que j'ai toujours, mais ça va me faire plaisir de l'occuper. J'aimerais vous amener sur un terrain qui est peut-être un peu plus philosophique par rapport en réponse en fait à votre concept de dépendance que j'aimerais, en toute humilité évidemment, là, du haut de mon statut de doctorant qui parle à un futur doctorant honoris causa quand même, futur dans quelques minutes. Pour le complémenter, en fait, parce que là, je comprends bien votre théorisation de la dépendance des usagers au réseau, mais j'ai vu dans votre manière de présenter cette espèce de séparation de leur courbe d'accès à ce réseau, une interdépendance des usagers qui me semble être assez forte entre les usagers de la courbe bleue et ceux de la courbe rouge. Votre exemple de Facebook allait un peu à l'encontre de cette théorie-là, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que leur nombre d'utilisateurs ira croissant, ils seront capables d'absorber la demande. Ils sont passés d'1 million à 1 milliard d'usagers en 8 ans et ils pourraient passer à un 2e milliard dans quelques années. Leurs serveurs sont presque entièrement virtuels, donc ils sont capables d'ajouter de la capacité. Par contre, la manière dont le péage urbain est utilisé, ici en Amérique du Nord surtout, c'est dans une rhétorique qui vient à offrir aux usagers privilégiés de payer une somme qui leur permet d'accéder à une infrastructure dont les usagers non favorisés ou non privilégiés ne pourraient plus bénéficier de la même manière. Alors, on vend la possibilité de payer un peu pour dire ceux qui ne peuvent pas payer seront reportés ailleurs. Vous aurez donc la route à vous-même. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a cette situation d'interdépendance où le fort dépend de l'absence du puissant pour pouvoir bénéficier de ce qu'il souhaite bénéficier,
on les met dans une espèce de système qui, de manière caricaturale, revient un peu à dire que pour être riche, les riches ont besoin qu'il y ait des pauvres. Et donc, pour avoir accès au réseau, évidemment, tous les réseaux n'obéissent pas à la même logique, mais bon, votre truc de jour de pointe ressemble beaucoup à ce qu'Hydro-Québec nous dit ici. Les journées où on annonce des froids vraiment sibériens, on dit tout le monde fait attention. Ben, à ce moment-là, pour que tout le monde puisse continuer à avoir de l'électricité, il faut s'assurer que ses voisins et ses semblables limitent leur consommation. Donc, de quelle manière est-ce que vous voyez cet ajout de cette dimension-là d'interdépendance entre les usagers? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a un minimum de sens ou est-ce que je dis n'importe quoi? Non, vous ne dites pas n'importe quoi. Je crois que bon, il y a une chose qui est certaine, enfin, théoriquement en tout cas, si on arrive à diminuer par un moyen ou par un autre le nombre d'usagers, on réduit la dépendance. C'est-à-dire que que ce soit du péage, que ce soit... Bon, voilà, donc ça c'est tout à fait clair, et donc on réduit la dépendance. Un point c'est tout. Si c'est ça qu'on veut faire, à la limite on sait le faire. Bon. Alors évidemment, ça crée une situation qui peut engendrer des fractures. En l'occurrence, donc ceux qui ne peuvent pas payer le péage élevé, ben, eux, ils ne bénéficient pas de la même chose. Et je dirais que non seulement ils ne bénéficient pas de la même chose, mais leur situation peut empirer encore à cause des effets un peu de boule de neige là, que j'ai montré. Donc là, on crée de la fracture. Bon. Alors le problème vient de ce qu'il faut savoir ce qu'on veut. On aurait tendance à dire, bah, écoutez, vous êtes responsable la politique, ou je sais pas quoi, vous êtes opérateur. Bon, si vous voulez qu'il n'y ait pas de dépendance, alors vous mettez des péages très élevés, et puis voilà, ça va se calmer, quoi. C'est certain, hein, ça c'est certain, ça va se calmer. Mais en même temps, vous créez de la fracture, et moi, politique, je veux pas. Attention, hein, pas de fracture. Bon, alors là, c'est là le problème. On ne peut pas avoir les deux à la fois, pas de dépendance et pas de fracture. C'est un petit peu ça mon thème. Alors vous dites, ça dépend des réseaux. Bien sûr, c'est vrai. Mais il faut faire attention peut-être à ce qu'on voit comme les gens de la courbe bleue. Dans un cas, le cas de l'autoroute à péage ou du système d'autoroute à péage, bon, les gens de la courbe bleue, on pourrait dire en gros, ce sont les pauvres. C'est ceux dont le revenu ne leur permet pas de payer le péage trop fort, etc. Bon. Dans le cas de Facebook, alors on dit, bah là, ça ne coûte rien. Donc, comme les serveurs sont immenses, etc., il n'y a pas de souci, ils vont tous y mettre, quoi. Vous croyez que la mamie là, de 80 ans, là, elle va se mettre à Facebook, vraiment? Donc, nous, on voit bien qu'il y a, quand on analyse les choses, si vous voulez, il y a une fracture. Il y a une fracture économique, mais ce n'est pas l'essentiel. Hein. C'est une fracture essentiellement liée à des considérations culturelles, d'éducation, etc. Et donc, en fait, ceux qui sont fracturés, ceux en tout cas qui sont sur la courbe bleue, ce ne sont pas les pauvres dans ce domaine-là. Mais ils sont pauvres d'un autre point de vue. Culturellement, en fait, bon, il y a une fracture grise, si vous voulez. Les gens qui n'ont pas pris le train de Facebook à temps, eh ben, ils ne se rattraperont pas. C'est pas possible. Vous voyez. Donc, et c'est vraiment ce qu'on observe. Et alors, en plus, c'est pas seulement une fracture de l'âge. Nous, on a fait des études justement sur cette question. On s'aperçoit que des jeunes dans certaines conditions, certains types de quartiers, etc., ils sont vraiment victimes de cette fracture numérique, hein, alors qu'ils sont jeunes. Donc ils ont probablement l'agilité intellectuelle qu'il faudrait, etc. Mais en fait, soit ils sont illettrés ou presque, soit, enfin bon, en tout cas, il y a des phénomènes. En tout cas, c'est pas leur monde, voilà. Et donc ils vont pas y rentrer. Et même si Facebook ouvre des serveurs encore plus grands, gratuits. Donc il faut faire attention à ce qu'on entend par la pauvreté, les gens qui sont pas connectés, etc. Est-ce que c'est pas ça ne se réduit pas au fond à une question de revenus? Alors, je sais bien que les économistes, même sérieux et même universitaires, eux, ils ont tendance à simplifier les choses. Pour eux,
c'est principalement cette dimension-là qui compte, mais il n'y a pas que ça. Georges? Oui, merci Gabriel, c'était vraiment passionnant. Ma question, en gros, ça sera du réseau au système et et le retour. Bon. Je m'explique un peu un mot. C'était très convaincant, hein, je trouve, la sortie de l'impasse. Enfin, d'abord, l'impasse était tellement bien angoissante. Hein. Donc la dramaturgie, je trouve, voilà, très convaincant. Et en effet, je pense que, voilà, je suis assez convaincu par ça que c'est la troisième couche hein, qui peut permettre de rediscuter les effets de réseau et leurs contradictions, etc. Maintenant, est-ce que, une fois qu'on en est là, c'est-à-dire, ça y est, on a compris, enfin, peut-être collectivement, on commence. Est-ce qu'il y a retour sur la conception du réseau? Est-ce que le réseau d'infrastructure, enfin le réseau, la couche 1 et 2, disons, hein, ou 1, enfin 1 et 2, est-ce que le fait que désormais nous soyons dans un usage des réseaux où les usagers, les utilisateurs deviennent une intelligence du réseau, et pas simplement en bout de chaîne, ils sont des acteurs du réseau, en quelque sorte. Hein. Très bien. Est-ce que malgré tout ça ne touche pas à l'infrastructure? Donc l'infrastructure, le hardware, si on peut dire. On a compris que le software, c'est très bien. Bon, donc le software devient très important, pour prendre cette métaphore. Est-ce que le hardware, lui, il reste comme il était? Ou est-ce que ça va nous amener à reconcevoir autrement les premières couches? Et notamment, ça revient à la question aussi de l'urbanisme, en quelque sorte. Hein. Ça nous amènerait peut-être même à renverser un peu, c'est-à-dire, c'est pas simplement que la ville a été réseauifiée, enfin, parce que c'est ça, enfin, il y a eu une réseauification de la ville avec ses effets bons et mauvais, solitaire, solidaire, enfin, non, ça c'est Camus, ça, solidaire et sociétaire. Bon, et maintenant peut-être qu'au fond, il faut urbaniser le réseau, si je peux dire. Hein. On a réseauisé la ville, et on voit les limites de ça. Bon, en gros, est-ce que ça ramène à repenser les couches infrastructurelles, repenser l'infrastructure, y compris le dur, enfin, ou d'ailleurs la distinction entre dur et pas dur serait moins tranchée d'ailleurs, hein, parce que sinon on peut avoir l'impression que donc le dur on n'y touche plus d'abord parce qu'on n'a plus d'argent et puis c'est trop compliqué, et on fait du mou, et le mou est d'ailleurs très intelligent. Hein. Bon, enfin bref, voilà un peu ma question. Est-ce que ça amène tout ça à revoir, enfin, à refaire aussi un peu le schéma de l'autre côté? Pour être bref, la réponse c'est oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on bouleverse la couche du dessus ou qu'on lui donne une importance majeure sans que ça ait des répercussions sur les couches du dessous. D'ailleurs, on le voit bien, ce qui est en train de se préfigurer, pour reprendre l'exemple de l'effacement des jours de pointe, là, bon. À l'époque, ça ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas une circulation facile d'informations, ni sur la consommation des usagers, d'ailleurs, était assez mal connue, mal repérée, mal mesurée, et puis il n'y avait pas d'information qui leur était donnée, etc. Bon, aujourd'hui, en fait, ce qui se joue déjà, c'est la transformation des compteurs électriques, hein, pour les rendre, entre guillemets, intelligents. Bon. Donc déjà, on n'est peut-être pas dans les lignes à haute tension encore, mais ça change beaucoup de choses déjà. Hein. Je pense que si, en l'occurrence, si Aramis avait vécu, ça aurait changé pas mal de choses sur la conception infrastructurelle même du transport en commun. Non, ça je suis persuadé. Alors après, il y a quand même quelque chose, c'est un peu la temporalité. Hein. Bien sûr. Une fois si on prend les systèmes des égouts de Paris, hein, donc il a été créé du temps d'Haussmann. Bon, il a vécu un siècle et demi déjà. Il a été quand même restauré. Ce sont des coûts faramineux. Donc changer ça, ça ne peut pas s'imaginer au même rythme que la modification des couches de superstructure d'au-dessus. Bon. Mais quand même, ça peut évoluer quand même. Mais alors, ce qu'il faut aussi ajouter, pour être complet, parce que là, je l'ai bien dit, moi, j'ai pris un peu cette entrée développement durable.
Mais il y a d'autres entrées et qui ne sont pas négligeables. Si on prend l'affaire de la résilience, là, justement, des réseaux, en quoi les réseaux peuvent-ils assurer une résistance suffisante face à des catastrophes, face au terrorisme, etc. Eh ben, alors, il y a d'autres suggestions qui sont faites à ce moment-là pour modifier les réseaux. Ce ne sont pas les mêmes, pas du tout les mêmes hein, que celles que j'ai suggérées moi. Et donc, alors, qu'est-ce qui va se passer pour les réseaux entre ces impératifs-là, moi je dis en gros de développement durable, et les impératifs antiterroristes? Il y a toute une problématique des infrastructures critiques là, qui est axée sur ces problèmes du terrorisme. Ça s'est développé après le 11 septembre, d'abord aux États-Unis, probablement ici aussi, et puis en Europe maintenant. Et donc là, les propositions qui sont faites sur les réseaux, c'est plutôt de les durcifier, enfin, ouais, c'est ça, de les consolider. C'est pas du tout de faire que tous les acteurs, les abonnés, etc., tout le monde puisse pénétrer dans le réseau. Ah non. Voilà. Alors, moi, ça, je ne sais pas dire. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il faut tenir compte aussi de ça. Oui, bonjour. Mon nom, pardon, c'est un petit peu de temps en gorge. Mon nom, c'est Pierre Brisset. Je crois qu'il nous reste quelques minutes. Alors, quand on parle de réseautage, je n'ai pas entendu de commentaires sur la dangerosité de certains réseaux. Par exemple, on réfère à l'automobile. Moi, je me suis divorcé de mon auto il y a 10 ans et ma mobilité a augmenté parce que là, je loue des autos, autopartage, transport en commun et ma mobilité n'est pas réduite parce que je me suis défait de la courbe fracturée du réseau. Mais la chose que je trouve la plus inquiétante, c'est le réseau dont vous avez fait référence, informatique. Facebook, on entend beaucoup d'histoires de perte d'identité. On entend par Internet, on dit on doit faire toutes nos transactions par Internet, mais avec tout le piratage qui existe aujourd'hui, il y a des vols de comptes de banque, de ci, de ça, puis moi je refuse catégoriquement de faire des transactions monétaires par le système Internet à cause des problèmes de sécurisation. Et quand on parle de réseau, il faut aussi prendre la problématique de dangerosité du réseau comme tel. Alors, ma question, ou mon commentaire, c'est un peu, oui, on a du réseautage, etc., mais il faut aller un peu à pédale douce dans le sens de dire qu'il faut analyser aussi le niveau de dangerosité ou perte d'identité ou perte de crédibilité, toutes sortes de choses. Maintenant, tous les vols se font par Internet. La plupart. Bon. Oui, alors, enfin, vous dites, moi je suis, pour l'automobile, je suis passé de la courbe rouge à la courbe bleue et je m'en trouve bien. Enfin, moi, je n'analyserai pas comme ça, en fait. Vous êtes toujours sur la courbe rouge, mais vous êtes dans la préfiguration de l'avenir que j'imaginais. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes maître de votre position sur la courbe rouge. Vous n'êtes pas privé hein, d'automobilité. Voilà. Vous pratiquez autrement. Et alors, mais je crains que pour Internet, là, vous soyez en train de descendre un peu sur la courbe bleue. Et oui, parce que la courbe bleue, elle peut être composée, elle n'est pas composée, comme je disais tout à l'heure, là, forcément des pauvres, etc., ou des gens qui sont pas, qui n'ont pas l'éducation, le niveau d'éducation voulu pour atteindre, etc. Non, elle n'est pas composée seulement de gens comme ça. Elle peut être composée de gens qui, pour une raison ou pour une autre, craignent. Hein, voilà, et craignent le système. Bon. Et il y avait, enfin, moi j'ai connu aux États-Unis, là, quand j'étais, donc dans les années, début des années 70, des gens qui militaient pour ne pas prendre l'avion. Ils considéraient que l'avion était dangereux et donc ils ne le prenaient jamais. Et ils avaient créé une association puissante. Hein, et voilà. Et donc, alors ils étaient sur la courbe bleue, si vous voulez. Ils s'y étaient mis, en quelque sorte, ils avaient peut-être raison. Hein, mais voilà. Donc il faut faire attention. J'ai été obligé de schématiser, moi, en rouge et en bleu, là, mais je veux dire que les gens sont divers qui se trouvent sur le bleu et sur le rouge. Quoi. Hein, voilà. Alors, je voulais juste amener le point de terrorisme dans ce domaine-là. Alors, voilà. Merci. Oui, mais vous avez raison. Paul ? Oui, bonjour, Paul Lecroix. J'étais effectivement très, très impressionné par votre
votre éclairage qui me paraît vraiment pertinent par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui. J'avais juste une interrogation par rapport à la nature des réseaux. Je me dis, est-ce que tous les réseaux sont les mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser un réseau de voirie comme on pense un réseau électrique? Il me semble qu'il y a une différence assez claire par rapport au territoire et par rapport au contexte. Et pour moi, un réseau de voirie, c'est un réseau contextuel d'abord. Et si c'est un réseau tuyau, c'est peut-être une autre problématique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et Georges Amar en a parlé, et d'autres, c'est que les espaces publics sont extrêmement flexibles, plurifonctionnels, réinventés quotidiennement dans nos villes. Pas seulement pour les usages liés à la mobilité, mais aussi pour les usages statiques et aussi les usages symboliques. On voit bien le rôle social d'un espace public aujourd'hui, qu'il soit linéaire ou qu'il soit surfacique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces différences-là de réseaux, entre réseaux contextuels qui favorisent tout un tas d'activités sociales et culturelles, en même temps que la mobilité, et puis les autres réseaux? Merci. Pour rester dans ma ligne, hein, parce que votre question appellerait sûrement d'autres réponses urbanistiques, beaucoup plus urbanistiques. Je ne vais pas développer ça, mais pour rester dans ma ligne, il me semble franchement que les réseaux ne sont pas du tout identiques. Enfin, autant ils ont les mêmes propriétés que celles que j'ai évoquées, je crois que ça vaut à peu près pour tous, mais ils ne sont pas du tout identiques quant à leur capacité, au fond, à évoluer vers le passage au système que j'ai présenté. Le réseau de voirie, par son caractère d'espace public, il se prête probablement beaucoup plus. Alors, si on pense effectivement à l'usage qu'en font alors les automobilistes, c'est une chose très importante, hein, mais aussi les cyclistes et les piétons encore plus. Donc il y a encore une sorte de capacité de passage au système qui est formidable. Donc qui ferait qu'à la limite, s'il fallait commencer par un bout, on devrait commencer par là. Parce que là, ça peut aller très vite, quoi. Alors, d'ailleurs, j'utilise une sorte de futur, là, mais ça se fait déjà. Ce que j'ai dit, là, il y a plein d'éléments qui se font déjà. Je pensais même, puisqu'on avait une sorte de connivence avec Georges Amar, là, du temps où il œuvrait pour un grand opérateur de réseau parisien, là, je ne peux pas évoquer, mais l'idée, c'était quand même de faire entrer la ville dans le réseau. Voilà. Bon, c'était déjà là, quoi. Et alors, mais sur la voirie, c'est encore mieux. Sur la voirie, c'est faramineux. Donc, on peut transformer la voirie en autre chose qu'un réseau. Hein. Bien sûr, ça reste un réseau, mais quand même, on a tellement de possibilités de toutes sortes de transformer les usages. Mais ça a été évoqué aussi avec une bonne signalétique, avec tout ce qu'on veut, quoi. Donc, et c'est vrai que ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Alors, je vais prendre les deux dernières questions ensemble, puisque le temps nous est compté. Okay. Monsieur? Oui. Concernant notre dépendance au réseau, je me demande si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est l'intérieur de la ville de Montréal, arrondissement sud-ouest. Si ça ne découle pas du fait qu'on se laisse bercer par certaines illusions, on souffre d'aveuglement collectif. Je pense entre autres à Facebook. C'est sûr qu'on nous dit allez socialiser, quel merveilleux moyen. Mais si on nous disait crûment allez, interagissez, vous êtes de merveilleux pourvoyeurs de données personnelles au bénéfice de grandes corporations, peut-être ce serait moins enchanteur. Si pour le réseau routier, on nous disait vous n'êtes que des millions de petits brûleurs d'hydrocarbures, ce serait peut-être moins enchanteur. Donc je ne sais pas, je pense qu'on souffre de manque critique parfois. Oui, bonjour, Jean Langevin, directeur général de la Ville de Deux-Montagnes, chargé de cours à mes heures. Monsieur Dupuis, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question au niveau de reprendre la notion, la préoccupation de la fracture, plus du sens entre le privé et le public.
La municipalité a des obligations de servir, d'offrir des services publics. Le marché lui-même se développe par des entreprises privées qui ont la volonté de développer un marché. Ils n'ont pas nécessairement l'obligation d'offrir un service, d'offrir un type d'option. La municipalité est souvent beaucoup plus prise dans un carcan. Et vous évoquiez l'exemple, par exemple, d'abolir la chasse d'eau à Paris. Ça semble complètement utopique, là. Mais une municipalité ne pourrait absolument pas aller de l'avant avec soit une réglementation ou une obligation du genre. Je voudrais voir dans une perspective d'avenir, est-ce que au niveau de la fracture entre le pouvoir public, l'obligation de rendre des services à la population avec une certaine qualité, le coût que ça engendre et le fait de ce marché-là qui peut entrer souvent en contradiction ou mettre en difficulté le pouvoir public à essayer de réguler, de maintenir un équilibre dans tout ça. Je ne sais pas si vous avez quelques opinions là-dessus. Je vais quand même commencer par la première question. Là. Je crois que vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que il y a un économiste tout à fait sérieux, universitaire, donc dans les années 60, il a développé une théorie extrêmement intéressante pour revisiter ce fameux effet de club, en expliquant que dans le domaine des télécommunications, en tout cas, ça ne fonctionnait pas comme ça. C'est pas plus le réseau a d'abonnés ou plus le réseau a de membres et plus il est attractif. Il a expliqué que ça dépendait des affinités. Et donc il a fait des calculs en quelque sorte pour restreindre l'effet de club aux relations entre des gens affines. C'est-à-dire des gens qui ont quelque chose à voir entre eux. C'est exactement ça. Et ça change tout. Ça change tout. Alors, moi, j'ai réutilisé un peu cette idée-là. Au fond, je pense qu'il avait vu. Alors, pourquoi est-ce que ces propositions n'ont pas été développées, connues, etc. Je pense qu'il y avait des intérêts contraires, hein, franchement. Et donc, mais je crois qu'aujourd'hui, on pourrait reprendre un peu ces idées au fond des clubs d'affinité. Voilà. Facebook, ça n'est pas, à mon sens, un club d'affinité. Mais les clubs d'affinité, ça existe. Ça existe, c'est pas si gros que ça. C'est jamais si gros que ça. C'est très territorialisé aussi. Et donc, ça nous intéresse particulièrement à nous. Vous voyez ? Donc là, je crois qu'il y a matière à travailler sur ces questions, revisiter non seulement le réseau, comme j'ai proposé, mais revisiter l'effet de club. Et puis, pour répondre à votre question, là, qui, évidemment, sur le public et le privé, alors, mon approche est simplificatrice. C'est-à-dire que j'ai imaginé des opérateurs, en fait, qui sont soit quand même des opérateurs publics, soit des opérateurs privés régulés par le public. Bon. Alors, on suppose que dans le cas d'opérateurs privés régulés par le public, il y a des considérations en termes justement de fracture ou de dépendance qui finissent par perfuser. On imagine. En tout cas, imaginer le contraire serait horrible. Voilà. Donc, mais après tout, le pire des mondes n'est peut-être pas à exclure. Donc on peut quand même effectivement se demander. Et l'exemple des télécommunications, là, où là, on finit quand même par avoir beaucoup d'opérateurs, un monde véritablement concurrentiel, avec des effets alors qui sont effectivement qui remettent en cause certaines de mes conclusions. Donc là, ça serait à revoir. Alors, évidemment, on n'en est pas là pour le chemin de fer. Hein. Je ne crois pas qu'on ait quand même une multitude de concurrents là, qui se précipitent là, pour faire de la desserte sur l'Amérique du Nord. Hein, on n'en est pas là, mais en fait, ça peut exister, en tout cas dans certains secteurs, et à ce moment-là, je crois qu'il faudrait revoir l'affaire. Parce qu'effectivement, après tout, un privé peut faire du réseau à sa manière. Et voilà. Voilà. Merci. Merci. Écoutez, il ne me reste donc plus qu'à prononcer le traditionnel mot de la fin.
Et en fait, ce sera deux mots. Le premier, c'est un mot de remerciement. Et ils n'ont pas du tout été évoqués, évidemment. Bon, il se trouve qu'ils n'ont pas été évoqués pendant ce colloque, mais nous avons reçu des soutiens pour l'organisation de ce colloque, et deux soutiens en particulier. D'une part, un soutien de la ville de Montréal, qui, je dirais, ça m'a fait très plaisir, finalement a été présente, un peu effectivement dans les panels, mais aussi beaucoup dans la salle de façon assez discrète, mais par beaucoup de professionnels de la ville, et pas que de l'urbanisme, aussi du transport. C'est-à-dire que c'était un des objectifs que nous avions justement, c'était que ce dialogue entre professionnels et universitaires et chercheurs, évidemment, il serve aussi en premier lieu à ce qui est notre bassin naturel, notre, je dirais, environnement le plus familier, et celui-ci, c'est, même si l'Institut d'urbanisme se veut et se pense à la fois à l'échelle du Québec, de l'Amérique du Nord et des échanges avec d'autres continents, c'est évidemment la ville et la région de Montréal. Le deuxième sponsor, en quelque sorte, en tout cas subventionnaire, qui a permis l'organisation de ce colloque, ça, c'est un organisme qui, pour un chercheur français qui est arrivé il y a peu, c'est-à-dire moi, depuis 2 ans seulement, et quelque chose encore à la fois mystérieux et un peu magique, ça s'appelle le CRSH. Et c'est un organisme auquel on s'adresse. On ne sait pas très bien à qui on s'adresse parce qu'on remplit des formulaires sur Internet. Donc il faut être très très bon dans la maîtrise des formulaires, mais on a des très très bons étudiants qui nous aident à remplir les formulaires. Et donc ça, c'est en fait un système dans le système qui s'est créé autour de ce réseau. Donc il faudrait analyser lui aussi. Et puis à la fin, pas toujours, mais quand même, ils vous donnent de l'argent et puis on leur dit c'est pour faire des échanges, c'est pour la diffusion du savoir. Puis, très bien, diffusez, puis on vous fait confiance. Bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que nous avons de quoi valoriser cet événement et le prolonger. Et nous allons le prolonger de deux manières. C'est-à-dire que nous allons très rapidement faire une synthèse quand même un peu détaillée, mais qui rende compte vraiment de la richesse des contenus et des débats. Et cette synthèse, cette publication, elle sera évidemment envoyée à tous les inscrits du colloque. Et là, vous devriez la recevoir, je dirais, allez, dans un délai qui ne devrait pas dépasser une saison. On va la faire vite. Et puis, nous avons le projet de faire un vrai livre, parce que je crois qu'il y avait une richesse extrêmement importante dans ces contributions, et nous allons faire un produit éditorial, travailler avec les différents participants, leur proposer des premières versions qui pourront travailler, allonger, etc. Puis faire un livre qui ne soit pas un livre trop austère, où il y a des photos, où il y a des graphiques, où il y a des formes différentes de valorisation du savoir. Donc voilà ce que je vous promets en tout cas pour la suite, pour que ça ne reste pas qu'un événement, qu'un moment qui, je dois dire quand même, a été particulièrement réussi parce que collectivement, tous ceux qui ont participé à ce colloque ont véritablement joué le jeu, qui est le jeu justement du dialogue, du débat, de l'émulation et de cette rencontre professionnelle, universitaire, étudiants, que nous cherchions absolument à créer et qui, je pense, fait partie de notre mission. Et donc, je voulais adresser ce remerciement collectif. Et un remerciement, bien sûr, lui, particulier, parce qu'un événement, ça ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas des personnes qui matériellement s'impliquent de façon très volontaire dans leur organisation. Et donc là, tout a reposé sur un formidable trio d'enfer composé de Marie-Ève Dosti, de Pauline Wolff et de Carlos Acosta, sans qui, évidemment, rien de tout ça n'aurait pu véritablement se passer, puis qui formait l'infrastructure invisible qui a permis effectivement que tout ça soit une réussite. Ils ne sont pas dans la salle, mais je veux bien qu'on les applaudisse pour qu'ils entendent en bas. Alors, mon deuxième mot, c'est un mot de conclusion un petit peu plus sur le contenu. Et toujours, et là c'est un remerciement particulier que j'ajoute, évidemment, à discuter avec Georges Amar, parce que Georges a toujours des formules qui, en fait, permettent de faire les mots de la fin. On n'a plus besoin de travailler, il les propose. Donc, il y a deux formules qui, pour moi, résument, je vais quand même les détailler 5 minutes. C'est un train n'est pas un train et nous sommes tous des urbanistes. Donc, je vais voir ce que ça fait ensemble qu'un train n'est pas un train et que nous sommes tous des urbanistes. Il y avait une sorte de balance dans la façon dont a été conçu puis présenté ce colloque. La balance, c'est d'un côté l'enfer des réseaux dont Gabriel Dupuy a parlé, c'est cette fameuse dépendance. Comment sortir la dépendance d'un héritage qui était formidable et qui maintenant est un piège. Bon, voilà, et le piège, vous avez vu les mâchoires bleu, rouge,
qui s'élargit, le requin là, qui ouvre la gueule. Bon. Donc ça, c'est pour faire peur, ce qu'a dit Gabriel, c'était le côté sombre, si vous voulez, de l'affaire. Et puis le côté peut-être plus optimiste, plus ouvert, plus tourné vers l'avenir, de certaine manière, c'est est-ce que tout ça peut être réversible? C'est la question de la réversibilité qui a été interrogée ce matin, je dirais malicieusement, par Sylvain Ducas, en disant, je n'ai pas bien compris ce qu'on retourne à l'envers, à l'endroit, le tissu, là. Donc, je me dois une petite explication sur la réversibilité. Et ici, il me semble qu'on peut illustrer 3 figures de la réversibilité qui me paraissent être un paradigme assez fondamental, en tout cas pour arriver à comprendre les enjeux et finalement le sens que l'on peut donner à l'action collective qu'est l'urbanisme, l'aménagement des villes aujourd'hui. Le premier sens de la réversibilité, en fait, c'est un autre mot, c'est la réversibilité comme rémanence. C'est-à-dire, c'est de se dire que plutôt que d'avoir des principes d'aménagement et d'urbanisme et de développement des réseaux qui soient dans la table rase, il faut effectivement faire un travail qui consiste à voir s'il n'y a pas dans ce qui est hérité, dans les traces du passé, les trames, etc., des éléments que l'on peut remobiliser pour faire du nouveau. Et cette question de la rémanence, ce n'est pas du retour en arrière. Je vais prendre un exemple qui a été cité rapidement par Paul Lecroire hier, parce qu'il est un peu extrême, mais il est très parlant. C'est l'histoire de cette autoroute surélevée à Séoul. Finalement, cette autoroute, elle a pris la place d'une rivière qui avait été recouverte pour des raisons hygiénistes, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Tout à coup, on enlève donc cette autoroute pour retrouver la trace de la rivière, mais plus que retrouver la trace, la remettre à l'air libre. On a parlé de la rivière Saint-Pierre à Montréal, et puis il y a plein d'endroits, on parle de la Bièvre à Paris, voilà. Donc, cette idée de la rémanence, en fait, ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas retourner à la rivière, tout simplement parce que la rivière n'est pas une rivière, c'est plus la même rivière. C'est-à-dire que la rivière, aujourd'hui, c'est cette possibilité auquel la société aspire profondément, qui est d'avoir, dit-on, dans l'idéologie du moment, d'avoir un contact direct avec la nature, donc cette présence avec l'eau, reconquérir le front de mer, la promenade de Champlain. Vous voyez, tout ça était présent. Cette rémanence, elle est très présente aujourd'hui dans, je dirais, la pensée collective, la pensée urbaine que nous avons. Pourquoi ce n'est pas la même rivière? Parce qu'en fait, la rivière, si on l'a enterrée, c'était le choléra. D'accord? Et le choléra, on l'a plus. Enfin, en tout cas, à Séoul ou à Montréal, pour l'instant. Après, si un terroriste lance un bacille, on verra. Mais c'est une autre histoire. Ça ne passera pas par la rivière, de toute façon. Ça passera par le métro, comme on l'a vu à Tokyo. Donc, rémanence, ça veut dire qu'on a, Jean-Marc disait, il y a le patrimoine linéaire, c'est extrêmement précieux parce qu'on en a très peu et qu'il ne faut pas le gaspiller, mais on peut s'en servir pour de nouveaux usages. Avoir l'intelligence de réutiliser ça. Bon. C'est très parlant, je dirais, dans la communauté des urbanistes, des architectes urbanistes, etc., depuis un certain temps, mais il y a un danger derrière cette question de la rémanence, qui est intéressante puisque c'est refaire avec les potentialités du passé des projets futurs et nouveaux, c'est que l'héritage, donc c'est prendre l'héritage des réseaux, non pas comme un poids, une dépendance, mais comme une chance, une opportunité. Cet héritage, c'est un héritage de la ville, ce n'est pas un héritage de l'urbain, comme l'a dit Gabriel. C'est-à-dire que c'est une certaine manière, refaire la ville sur elle-même, c'est parfois réinvestir toujours au même endroit, c'est-à-dire dans ce qui a été la ville et qui justement avait une richesse telle qu'on puisse avoir ses potentialités de rémanence, alors que dans l'urbain, hein, dans la banlieue, ça n'y est pas. Et on retrouve ici d'autres réflexions qui sont celles de Vincent Kaufmann, par exemple, sur la mobilité, qui parle de compromis territorial et qui dit, voilà, c'est assez facile de vouloir faire un centre-ville comme à Bâle, etc., sans voiture, de mobilité active, etc., parce que on peut se passer la voiture. Moi, je m'en suis passé pendant 2 ans, effectivement, j'habitais le Myland et puis je vais travailler ici, donc je n'ai pas besoin de voiture, c'est sûr, mais je suis dans une île, c'est le cas de le dire, et même une île dans l'île. Alors que si j'habitais effectivement couronne nord, couronne sud, là, je suis voué à la dépendance automobile. Et donc un divorce entre, on en a parlé par ailleurs aussi, Bordeaux, on a l'impression que tout le monde est en tramway parce qu'on ne quitte pas le centre. La réalité est ailleurs, elle est différente. Donc, c'est un peu dangereux la rémanence parce que justement, on va peut-être se concentrer plus sur ce qui est déjà gagnant. Et on voit bien les TOD, il n'y a pas de rémanence. Et puis d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment les faire, puisque justement, on ne peut pas s'appuyer sur cette sorte de longue durée de la ville, si vous voulez. Deuxième figure de la réversibilité, c'est la flexibilité, en fait. Ça, c'est vraiment, effectivement, le sens de la réversibilité au sens, il faut retrouver une flexibilité dans le réseau. Et Gabriel Dupuy nous a dit,
La flexibilité dans le réseau, c'est le système. Et effectivement, le système intelligent, c'est peut-être bien une façon effectivement de redonner cette flexibilité, cette mutabilité qu'on a l'impression d'avoir perdue avec non pas tant le fait que les infrastructures c'est du tuyau, mais la routine dans le tuyau. C'est pas le tuyau qui fait la routine, c'est la routine qui fait le tuyau. Ah. Moi aussi je me mets à faire de Georges Amar, vous voyez. Et quand on parle de dépendance au sentier, par exemple, on n'en a pas du tout parlé ici, mais la théorie de la dépendance au sentier, le fameux clavier QWERTY ou ce genre de choses, c'est qu'au départ, vous avez quelque chose de complètement incident, c'est-à-dire que le choix d'une technologie, quelque chose purement accidentel, et ensuite vous êtes totalement fermé dans une logique de détermination, puis vous n'en sortez pas, même les iPads ont un clavier QWERTY, alors que ça n'a strictement aucun rapport avec les conditions dans lesquelles on a créé ça. Donc, on a cet effet de routine très puissante, qui est la routine intellectuelle du réseau, et la façon de casser la routine, c'est faire appel à cette troisième couche, ces logiques d'usage, ce système de consommation, d'utilisation. Donc là, on sent qu'il y a effectivement une possibilité de flexibilité tout à coup qu'on vient de découvrir, à condition que, du réflexe peut-être je ne sais pas comment dire, remonte à une lecture qui pourrait être marxiste d'une certaine manière, que cette flexibilité ne soit pas une aliénation, bien sûr. C'est-à-dire de ne pas faire reporter par une sorte de coproduction de services le poids sur l'usager. C'est ça le risque, le danger. Et pour reprendre, Jean-Marc va être servi à nouveau, un deuxième exemple dans sa démonstration. Un des exemples de façon d'utiliser cette couche des usagers, c'est de dire, s'il pleut, faites du télétravail. Là, on voit bien qu'effectivement, c'est un peu comme oui, un petit peu comme l'histoire de l'écrêtement de la pointe. Alors, oui, mais à condition qu'on soit bien conscient que s'il y a télétravail pour les parents, il peut y avoir aussi téléécole pour les enfants, et que le parent à la maison, au lieu de travailler, il va être obligé d'arbitrer entre le jeu vidéo et puis la téléécole à la maison. Donc, vous voyez, c'est comment ne pas faire reporter le poids sur les compétences et les emplois du temps. Oui, c'est génial, le temps, c'est merveilleux. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai ramené ça d'Allemagne. Et puis, en même temps, on n'arrive pas effectivement à créer les régulations qui, à nouveau, reposent des questions qui sont des questions d'inégalité. C'est-à-dire la question si on fait appel aux usagers, on pose la question des compétences. Et c'est quoi l'agence de régulation des compétences? C'est un point très important, fondamental, mais on est interpellé en tant qu'urbaniste par rapport à ça. Je vois comment, par exemple, mes collègues qui font du design ou qui enseignent le design urbain essayent de faire en sorte que comment intégrer les logiques d'usage dans le design de l'espace public. C'est une question absolument fondamentale aujourd'hui pour les urbanistes. Et il y a là à la fois un potentiel énorme et aussi des dangers dont il faut être conscient. Et puis, pour finir, et pour être un peu philosophique, la réversibilité d'une manière plus globale est en train, moi c'est ma théorie en quelque sorte, de redéfinir d'une certaine manière le rapport que nous avons avec le futur. C'est une façon différente de construire le futur que celle qu'on avait à la période de l'idéologie moderne, où effectivement on avait une flèche et puis dans lequel on avait une sorte d'irréversibilité vers cet avenir glorieux et dans lequel tout le monde aura l'eau, l'électricité, etc. Donc nous sommes sortis de ce modèle-là, et donc il faut réfléchir autrement à notre rapport au futur. D'une certaine manière, la réversibilité, c'est, dans le rapport avec le futur, l'équivalent du patrimoine dans notre rapport au passé. C'est un rapport, le patrimoine, un rapport critique et réflexif par rapport à notre passé. On n'est plus immergé dans le passé de notre société, on a créé un rapport critique, sélectif, on va essayer de réinterpréter ça. Et là, c'est un petit peu la même chose, au sens où il faut que l'on se crée les conditions d'avancer sans créer des irréversibilités définitives pour les générations qui viennent. Et c'est très difficile de dire qu'est-ce que c'est qu'un urbanisme réversible dans ce sens-là. On peut juste dire ce que c'est qu'un urbanisme irréversible. Et donc c'est un peu la faiblesse de la démonstration. Je prendrai juste ce dernier exemple. On parlait de chemin de fer. À la fin des années 60, on a construit un métro dans la ville où j'ai beaucoup travaillé, qui est Lyon. Et ce métro, on a voulu faire de façon très très imaginative à l'époque un complexe d'échange multimodal. Et puis pour le faire, ce qu'on voulait, c'était amener le métro sous les voies de la compagnie ferroviaire, SNCF, qui s'est comportée en compagnie ferroviaire à l'occasion. C'était des voies surélevées, donc il suffisait de mettre les métros en dessous, puis on mettait les bus sur les côtés, et c'était absolument génial. Et la SNCF a absolument refusé que le métro aille sous ses voies, sous son domaine, sa propriété. Vous voyez là c'est même pas les gens de Myland qui traversent, hein. C'était quand même un gros enjeu.
Et donc, du coup, on a construit un centre d'échange complètement de briques et de broc qui fait des coupures pas possibles, puis qui permet surtout, qui interdit désormais au métro d'aller desservir le quartier qui est de l'autre côté, qui est le plus gros et le plus importante opération d'urbanisme d'Europe de ces dernières années. On ne peut même pas y amener le métro parce que la SNCF, à un moment donné, a créé une situation d'irréversibilité parce que elle s'est comportée effectivement dans une logique qui est une logique un peu célibataire et avec une vision à moyen terme qui était complètement logique à l'époque parce qu'elle pensait que, en gros, le train n'avait pas d'avenir, c'était 5 ans avant qu'on décide de faire le TGV. Bien. Donc, quelque chose dit que là, effectivement, il faudrait construire les conditions, et là, les urbanistes ont leur rôle à dire. On devrait être tous urbanistes, effectivement, au sens où on devrait créer les conditions qui permettent que le développement soit le plus réversible possible. Je vous remercie encore une fois beaucoup de votre participation et je vous souhaite de bonnes suites intellectuelles.